Dans les couloirs de l'histoire humaine, peu de récits ont traversé les âges avec autant de persistance que celui d'Ulysse. L'Odyssée, attribuée à Homère, ne se limite pas à une suite d'épisodes merveilleux ou à une épopée destinée à émerveiller. Elle constitue un miroir tendu aux sociétés méditerranéennes, un écho de leurs valeurs, de leurs peurs, de leurs aspirations. C'est cette dualité entre mythe et mémoire que nous allons explorer lentement au fil des événements qui jalonnent le retour du roi d'Ithaque. La première chose à comprendre, c'est le contexte dans lequel naît l'Odyssée. Nous sommes probablement vers la fin du 8e siècle avant notre ère, dans un monde grec en reconstruction, après ce que les historiens appellent les siècles obscurs. Une période où l'écriture avait disparu, où les palais mycéniens avaient été abandonnés, où les anciens pouvoirs s'étaient effondrés. Homère, où les poètes qui se réclament de lui, donnent voix à une mémoire collective, transmise oralement, façonnée par des générations de chanteurs et d'aèdes. Ulysse apparaît comme un héros à contre-courant, là où Achille incarne la force brute, la fureur guerrière. Ulysse est ruse, patience, stratégie. Il gagne par la parole, par la dissimulation, par l'endurance. C'est un roi, un mari, un père, mais aussi un voyageur, un menteur, un survivant. Les deux Odyssée est son histoire, mais aussi celle de ceux qu'il croise, de ceux qui l'attendent, de ceux qui l'affrontent. Chaque escale, chaque rencontre, chaque obstacle révèle une facette de son humanité. L'histoire commence à la fin de la guerre de Troie, une guerre qui, elle-même, flotte entre histoire et légende. Les découvertes archéologiques à Hisarlik, en Turquie actuelle, ont confirmé l'existence d'une cité ancienne, détruite plusieurs fois par le feu et la guerre. Était-ce Troie? Peut-être. Et si c'était le cas, rien ne prouve qu'une expédition grecque ait jamais eu lieu, telle que décrite dans l'Iliade. Pourtant, pour les Grecs anciens, cette guerre était un repère, une origine, une référence absolue. Et Ulysse y joue un rôle crucial. Il est l'inventeur du cheval de bois, celui qui permet aux Grecs de s'introduire dans la cité ennemie. Ce subterfuge, célébré comme un acte de génie, contient déjà en germe ce qui fera sa force et sa faiblesse, la ruse. Car si Ulysse est admiré pour son intelligence, il en paiera le prix. Les dieux n'aiment pas ceux qui défient l'ordre établi, même au nom de la victoire. C'est sans doute pourquoi Poséidon, dieu des mers, décide de le punir. Son retour sera long, semé d'embûches, de pertes, de souffrances. Le voyage commence. Ulysse quitte les ruines de Troie avec sa flotte. Mais très vite, les vents le poussent loin de sa route. Il accoste chez les Cyclones, puis chez les Lotophages, où ses compagnons risquent d'oublier leur patrie. Il affronte ensuite le cyclope Polyphème, épisode fameux où il se présente comme personne. Cet acte d'intelligence pure, aveugler le géant et s'échapper sous les moutons, se retourne contre lui quand il révèle son nom, par orgueil. Polyphème appelle Poséidon son père, et le destin d'Ulysse est scellé. Chaque étape du périple est une épreuve, à la fois physique et morale. Chez Éole, le maître des vents, Ulysse reçoit d'un sac contenant tous les vents contraires. Ses compagnons, croyant à un trésor, l'ouvrent, et la flotte était repoussée en arrière.
Chez les Lestrygons, des géants anthropophages détruisent de presque toute la flotte. Seul le navire d'Ulysse et quelques hommes survivent. Ces épisodes traduisent une leçon: la fragilité de la solidarité, la puissance de l'erreur humaine, le poids de la fatalité. Le séjour chez Circé marque un tournant. La magicienne transforme les hommes en porcs. Mais Ulysse, aidé par Hermès, résiste. Il passe un an sur l'île, oubliant Ithaque, sa femme Pénélope, son fils Télémaque. Ce moment d'oubli est essentiel. Il montre que le héros n'est pas infaillible, qu'il peut céder au charme, au confort, à l'oubli. Mais il finit par repartir, guidé par le souvenir de son devoir. Avant de partir, Circé lui recommande de descendre aux enfers. Un acte rare, exceptionnel, même dans la mythologie grecque. La descente aux enfers, le Nekia, est un moment de révélation. Ulysse y rencontre des âmes du passé. Sa mère Anticlée, le devin Tirésias, Achille, Agamemnon. Chacun livre un enseignement, un miroir du passé, une mise en garde pour l'avenir. Ce passage, au-delà de sa force narrative, reflète une angoisse profonde des Grecs, celle de l'après-vie, de la mémoire, de l'oubli. C'est une méditation sur le temps, la gloire, la condition humaine. De retour parmi les vivants, Ulysse poursuit sa route. Il affronte les sirènes, dont le chant ensorcelle. Il fait attacher ses mains au mât du navire pour résister à leur voix. Il traverse le détroit entre Scylla et Charybde, perdant des hommes. Chaque décision est un choix entre deux périls. Ulysse n'est pas toujours victorieux. Il perd, il souffre, il doute, mais il avance. C'est cette ténacité, plus que ses victoires, qui en fait un héros. La dernière escale fatale est celle de l'île du Soleil, où les compagnons d'Ulysse mangent les bœufs sacrés d'Hélios. Zeus les punit en détruisant le navire. Seul Ulysse survit. Il dérive pendant plusieurs jours avant d'atteindre l'île d'Ogygie, où réside la nymphe Calypso. Elle l'accueille, l'aime, lui propose l'immortalité. Mais Ulysse refuse, il veut rentrer. Cette fidélité à Ithaque, malgré toutes les tentations, est le cœur du récit. Elle transforme un simple retour en épreuve initiatique. 7 années passent, puis les dieux, sous la pression d'Athéna, ordonnent à Calypso de le laisser partir. Ulysse construit un radeau, affronte encore une tempête, échoue chez les Phéaciens. Là, il raconte son histoire. L'Odyssée, elle-même, à la cour d'Alcinoos. Ce moment était fascinant. Le héros devient narrateur, acteur de sa propre légende. C'est par la parole, plus que par l'épée, qu'il conquiert la reconnaissance. C'est par le récit qu'il redevient lui-même. Enfin, il revient à Ithaque, mais le retour n'est pas une fin paisible. Sa maison est envahie par les prétendants. Pénélope résiste par la ruse. Télémaque grandit, cherche son père. Ulysse, déguisé en mendiant, observe, juge, prépare sa vengeance. Ce n'est qu'à la fin qu'il se révèle, tend son arc et reprend sa place. Le retour n'est pas seulement physique, c'est un rétablissement de l'ordre, de la justice, de l'identité. Mais ce retour pose aussi une question. Qui est-il après tant d'années? Est-il encore le roi qu'il était, le mari, le père, le guerrier, l'homme qui a vu les enfers
qui a entendu les sirènes, peut-il retrouver une vie normale? L'Odyssée ne répond pas clairement. Elle laisse planer une ambiguïté. Peut-être que le retour est impossible. Peut-être que le voyage transforme trop. Peut-être qu'Ulysse, au fond, est condamné à l'errance intérieure. Dans la continuité de notre exploration de l'Odyssée, il est essentiel de comprendre comment ce récit s'inscrit dans un monde bien réel, avec ses routes maritimes, ses peuples, ses croyances et ses conflits. Le périple d'Ulysse, bien que profondément symbolique, repose sur des éléments géographiques et culturels qui faisaient l'essence pour les auditeurs grecs du 8e siècle avant notre ère. Ces auditeurs vivaient dans un univers méditerranéen fragmenté, traversé de tensions, mais aussi d'échanges. La mer, dans l'Odyssée, est omniprésente. Elle n'est pas seulement un espace à traverser, elle est vivante, capricieuse, parfois hostile, parfois nourricière. Pour les Grecs, la mer Égée, la mer Ionienne, la Méditerranée en général, étaient à la fois des routes et des dangers. Le souvenir des tempêtes, des naufrages, des pirates hantait les mémoires collectives. La mer de l'Odyssée reflète cette ambivalence. Elle est chemin vers le retour, mais aussi épreuve initiatique. Les escales d'Ulysse, elles aussi, trouvent un écho dans la géographie connue. Certains chercheurs ont tenté de localiser les lieux du voyage. Les lotophages en Afrique du Nord, les Lestrigons en Sardaigne, le pays des Cyclopes en Sicile, Circé en Italie, les enfers près du détroit de Messine. Ces hypothèses, même discutables, montrent mais combien le mythe s'ancre dans une réalité maritime. Le Odyssée parle du monde, de ses marges, de ses dangers. Mais ce monde n'est pas uniforme. Les peuples rencontrés par Ulysse sont souvent perçus comme barbares, étrangers, déviants. Ils ne respectent pas les lois de l'hospitalité. Ils mangent de la chair humaine. Ils vivent sans agriculture ni cité. L'Odyssée oppose ainsi le monde grec, ordonné, civilisé, structuré, à un ailleurs chaotique, inquiétant, sauvage. Cette opposition reflète les tensions culturelles de l'époque, entre sédentaires et nomades, entre cités et tribus, entre Grecs et autres. L'hospitalité, ou xénia, est un thème central. Dans un monde sans hôtel, ni service au public, accueillir l'étranger était un devoir sacré. Zeus lui-même était le garant de cette loi. Dans l'Odyssée, chaque escale est un test de cette règle. Les bons hôtes, comme Alcinous ou Eumée, offrent le gîte, le couvert, l'écoute. Les mauvais, comme Polyphème ou les Lestrigons, trahissent cette norme et en subissent les conséquences. À travers ces épisodes, l'Odyssée enseigne une morale de l'accueil et de la reconnaissance mutuelle. Mais le récit parle aussi de la guerre. Le passé d'Ulysse est marqué par la guerre de Troie et son présent par les souvenirs de cette violence. Chaque épisode porte la trace de cette expérience, la méfiance, la peur de l'autre, le besoin de se défendre. Même dans les lieux de paix apparente, le héros reste vigilant. Il se méfie, il teste, il observe. La guerre a forgé en lui une conscience aiguë du danger. Ce n'est pas un voyage de détente, c'est une lutte constante. La temporalité du récit est également complexe. Ulysse erre pendant 10 années, mais l'Odyssée,
elle-même se concentre sur quelques semaines, entre son séjour chez les Phéaciens et son retour à Ithaque. Les autres épisodes sont racontés en rétrospective. Cette structure narrative renforce l'idée que le voyage est aussi intérieur, que le retour n'est pas linéaire. Le passé hante le présent, les souvenirs construisent l'identité. Ce choix narratif a une portée profonde. Il place le récit entre action et mémoire. Ulysse ne vit pas seulement les événements, il les raconte, les interprète, les transmet. Il devient poète de sa propre vie. Cette mise en abîme renforce le pouvoir de la parole, de la narration. Dans une société orale où l'écrit est rare, la parole est un acte de pouvoir, de transmission, de survie. L'Odyssée est à la fois un récit d'aventure et une méditation sur le langage. Le rôle des dieux dans l'Odyssée mérite également d'être exploré. Ils ne sont pas lointains, froids ou abstraits. Ils interviennent, aident, punissent, observent. Athéna protège Ulysse, Poséidon le poursuit, Hermès le conseille. Ces divinités sont anthropomorphes, avec leurs passions, leurs querelles, leurs caprices. Mais leur présence souligne aussi une vision du monde où l'homme n'est pas seul. Il dépend d'un ordre supérieur, souvent incompréhensible, parfois injuste. Ulysse, face aux dieux, oscille entre respect et ruse. Il prie, il sacrifie, mais il ment aussi, il manipule, il feint. Il comprend les règles, mais il les utilise à son avantage. Cette attitude reflète une conception grecque très pragmatique de la religion. Les dieux sont puissants, mais pas infaillibles. Ils doivent être honorés, mais on peut les tromper. Le héros est donc autant croyant que stratège. Ce rapport aux dieux nourrit une réflexion plus large sur le destin. Ulysse est destiné à rentrer chez lui, mais ce destin peut être retardé, compliqué, contrarié. Le libre arbitre existe, mais dans un cadre fixé. Les choix individuels comptent, mais ils s'inscrivent dans un plan plus vaste. Cette tension entre liberté et nécessité est au cœur de la pensée grecque. L'Odyssée l'illustre à chaque étape. Enfin, il faut souligner la richesse des figures féminines dans le récit. Pénélope, Circé, Calypso, Nausicaa, toutes ont un rôle essentiel. Elles incarnent des modèles variés. La fidélité, la tentation, l'accueil, la sagesse. Ulysse est façonné par ces rencontres. Elles le testent, le confrontent à ses désirs, à ses limites. Le féminin, dans l'Odyssée, n'est pas secondaire. Il est un moteur du récit, révélateur du héros. Pénélope, surtout, est centrale. Elle attend, elle résiste, elle invente des ruses. Elle est ici le double féminin d'Ulysse. Comme lui, elle use de l'intelligence pour survivre. Comme lui, elle est seule face à une foule menaçante. Le retour d'Ulysse n'a de sens que par rapport à elle. C'est elle qui le reconnaît, elle qui le restaure, elle qui clôt le récit. Leurs retrouvailles sont le véritable point d'orgue de l'épopée. Cette deuxième lecture de l'Odyssée, non comme simple aventure, mais comme reflet du monde grec, en révèle toute la profondeur. C'est une œuvre sur l'identité, la mémoire, la parole, le pouvoir, le lien entre les êtres. Chaque épisode, chaque personnage, chaque motif raconte quelque chose de plus vaste, l'expérience humaine avec ses épreuves,
ses illusions, ses espoirs. L'Odyssée ne se limite pas à un récit de mer et de monstres. Elle s'inscrit profondément dans la culture grecque archaïque et révèle, au fil de ses vers, une vision du monde, de la société et de l'être humain. Dans cette troisième étape de notre exploration, nous allons nous concentrer sur les valeurs qui structurent le récit. L'honneur, la mémoire, la ruse, l'identité. Ces notions ne sont pas abstraites. Elles déterminent les choix des personnages, justifient de leurs actions, organisent leur monde. La première de ces valeurs est sans doute le kléos, que l'on peut traduire par « renommée » ou « gloire ». Pour les Grecs, exister, c'est être reconnu. Un homme n'est rien s'il n'est pas nommé, s'il n'est pas chanté, s'il ne laisse aucune trace. Le kléos est ce qui subsiste après la mort, ce que les poètes transmettent. Dans l'Iliade, Achille cherche à obtenir un kléos éternel en mourant jeune mais glorieux. Dans l'Odyssée, Ulysse cherche à rentrer chez lui vivant mais sans renoncer à sa renommée. Le nom d'Ulysse, longtemps absent du récit, est progressivement réaffirmé. Lorsqu'il dit à Polyphème qu'il s'appelle « personne », il perd provisoirement son identité. Ce n'est qu'en la révélant qu'il retrouve sa place dans l'ordre du monde, au prix d'attirer la colère des dieux. L'oubli de soi est une stratégie, mais aussi un danger. Le nom, dans cette culture orale, est une arme et une ancre. Le perdre, c'est disparaître. Le proclamer, c'est se réaffirmer. Cette quête de reconnaissance passe aussi par la parole. Ulysse est un maître du langage. Il sait convaincre, séduire, tromper, émouvoir. Il adapte son discours à chaque interlocuteur. Le roi, la déesse, le serviteur, l'ennemi. La parole est pour lui un outil de survie et de domination. Dans une société sans écrit, la mémoire collective repose sur ceux qui savent ne parler. L'Odyssée elle-même en est un exemple. Une parole transmise, mémorisée, répétée, enrichie. Mais cette parole a aussi une dimension morale. Mentir n'est pas toujours condamné. Cela dépend de l'intention. Si le mensonge sert à préserver la vie, à protéger les siens, il est toléré, voire valorisé. Ulysse ment pour s'adapter, pour sonder les intentions, pour éviter le pire. Cette flexibilité morale n'est pas de l'hypocrisie, mais une forme d'intelligence. Elle montre que le monde est complexe, que les règles ne sont pas toujours absolues. L'intelligence, ou métis en grec, est l'une des qualités les plus admirées dans l'Odyssée. Elle s'oppose à la force brute. Elle suppose la ruse, l'anticipation, la souplesse. Circé en est une incarnation féminine, tout comme Pénélope. Ulysse les comprend, les affronte, parfois les imite. Il n'est pas le plus fort, ni le plus rapide, mais il est le plus rusé. Et c'est cette métisse qui lui permet de survivre là où d'autres échouent. Mais l'intelligence seule ne suffit pas. Il faut aussi la loyauté. Ulysse, malgré ses errances, reste fidèle à Ithaque, à sa femme, à son fils. Cette fidélité est mise à l'épreuve par les années, les tentations, les douleurs. Mais elle résiste. Elle était l'axe du récit. Le retour n'est pas seulement géographique, c'est un retour à soi, à sa place dans le monde, à ses liens. Ce lien à la terre, à la famille, à la mémoire est fondamental.
La mémoire, justement, joue un rôle structurant. Les personnages se rappellent ou oublient. Les compagnons d'Ulysse oublient souvent les consignes, les dangers. Lui, au contraire, se souvient ou cherche à se souvenir. La mémoire est un acte volontaire, un effort contre l'oubli. Elle permet la continuité, la reconstruction. Dans une époque où l'écrit était rare, se souvenir, c'est exister, c'est transmettre. Et le Odyssée met aussi en scène le retour ou nostos, un autre concept central. Le nostos, ce n'est pas simplement rentrer chez soi, c'est retrouver sa fonction, sa dignité, son identité. C'est rétablir un ordre troublé. Pour Ulysse, cela implique de reprendre son rôle de roi, de père, de mari, mais aussi de restaurer la justice, de chasser les usurpateurs, de rétablir la vérité. Le nostos est une réintégration dans la communauté. Mais cette réintégration n'est pas immédiate. Ulysse ne se jette pas dans les bras de Pénélope en arrivant. Il observe, teste, attend. Il veut s'assurer que les choses sont encore telles qu'il les a laissées. Il doit prouver son identité, sa légitimité. Ce processus, lent et difficile, montre que le temps a passé, que tout a changé. Le retour est une conquête, pas un don. C'est aussi une épreuve pour les autres. Télémaque, son fils, doit lui aussi traverser un parcours initiatique. Il part à la recherche de nouvelles sur son père, rencontre des rois, des hôtes, des dangers. Il apprend à parler, à décider, à s'affirmer. Ce parallèle entre les deux trajectoires, celle du père et celle du fils, souligne la dimension éducative du récit. L'Odyssée n'est pas seulement l'histoire d'un héros, c'est celle d'une transmission, d'un passage de témoin. Les serviteurs d'Ulysse, comme Eumée ou Euryclée, jouent aussi un rôle dans ce retour progressif. Leur fidélité contraste avec la trahison de certains prétendants ou domestiques. Ils incarnent la stabilité, la continuité, la mémoire vivante du foyer. Leur reconnaissance progressive du maître marque les étapes d'une restauration de l'ordre. Ce sont eux qui, par leurs gestes, leurs paroles, permettent à Ulysse de redevenir lui-même. La vengeance d'Ulysse, lorsqu'il élimine les prétendants, est brutale. Elle soulève des questions éthiques. Était-elle nécessaire, proportionnée, inévitable? Les anciens Grecs ne voyaient pas la justice comme nous. Elle était souvent réparatrice, fondée sur l'honneur, sur la réciprocité. Ulysse ne tue pas par plaisir, mais pour rétablir une norme, pour purifier sa maison. Ce bain de sang est une purification, un retour à l'ordre originel. Mais après la vengeance vient la réconciliation. Ulysse ne gouverne pas par la terreur, il cherche la paix, la stabilité. Athéna intervient pour apaiser les conflits, pour restaurer l'unité. Cette fin, plus apaisée, montre que la force ne suffit pas. Il faut aussi la sagesse, la modération, l'entente. Le héros ne peut pas régner seul, il a besoin de l'adhésion, de la reconnaissance, du consensus. Ainsi, l'Odyssée trace le portrait d'un monde complexe, fait de tensions, d'équilibre, de reconstruction. Les valeurs qui y sont défendues, fidélité, intelligence, mémoire, justice, ne sont pas abstraites. Elles s'incarnent dans les gestes, dans les choix, dans les relations humaines. Elles constituent
la trame d'un ordre social en perpétuelle négociation. Le récit d'Ulysse est aussi celui d'un monde qui cherche à se stabiliser après le chaos. Le voyage d'Ulysse, dans sa lente progression, ne se limite pas à une succession d'épreuves. Il agit aussi comme un miroir de la civilisation grecque et de ses limites. À travers chaque escale, chaque rencontre, chaque danger, l'Odyssée explore des thèmes universels: l'hospitalité, la nature humaine, la mémoire, le pouvoir. Cette quatrième partie de notre parcours propose une analyse des peuples rencontrés par Ulysse et de ce qu'ils disent de la société grecque elle-même. Les premiers adversaires d'Ulysse, les Cicones, sont des hommes semblables à lui. Ils vivent dans des villes, possèdent des structures sociales, résistent à l'agression. Après une victoire initiale, les Grecs doivent battre en retraite. Ce revers rappelle que même un héros n'est pas invincible. Il annonce le ton du voyage. Aucune étape ne sera simple. Aucune conquête ne sera définitive. La guerre, déjà, laisse des marques. Puis viennent les lotophages. Ils ne sont pas hostiles, mais leur danger est plus insidieux. L'oubli. Leur nourriture, le lotus, endort la mémoire du retour. C'est l'une des menaces les plus subtiles de l'Odyssée. Perdre de vue l'objectif, se laisser absorber par l'instant. L'oubli est ici une forme de mort douce, un abandon de l'identité. Ulysse sauve ces hommes malgré eux, les arrache à cette torpeur. Il affirme ainsi la primauté du nostos, du devoir de retour. Le cyclope Polyphème représente une autre forme d'altérité. Il vit seul, sans loi, sans Dieu, sans agriculture. Il est l'opposé du citoyen grec, civilisé, intégré dans la polis. Son refus de l'hospitalité choque Ulysse, qui tente d'abord de le raisonner. Mais face à la brutalité du cyclope, la ruse devient la seule arme. Cet épisode célèbre montre à la fois la monstruosité de l'autre et la supériorité culturelle du grec par l'intelligence. Mais cette victoire est ambiguë. En aveuglant Polyphème, Ulysse déclenche la colère de Poséidon. Ce n'est pas seulement un acte de survie, c'est aussi une offense. Le héros paye le prix de son orgueil, de son désir de reconnaissance. En criant son nom, il oublie la prudence. La leçon est claire. La ruse ne suffit pas, elle doit être tempérée par la mesure, par la conscience des conséquences. L'étape chez Éole, le maître des vents, est aussi instructive. Ulysse reçoit un cadeau précieux, un sac contenant tous les vents. Il était presque arrivé à Ithaque lorsqu'un de ses compagnons ouvre le sac, croyant y trouver de l'or. Ce geste ruine tous leurs efforts. L'ignorance, la jalousie, la cupidité détruisent ce que la sagesse avait permis. Ce n'est pas une force extérieure qui les perd, mais une faiblesse humaine. Les Lestrygons incarnent une violence aveugle. Ils attaquent sans dialogue, sans raison, détruisant presque toute la flotte. C'est une terre de chaos, sans règles, sans hospitalité. Face à cette brutalité, Ulysse ne cherche pas à vaincre, mais à fuir. Il comprend que certains dangers ne peuvent être surmontés, seulement évités. Ce réalisme, cette capacité à reconnaître les limites, est une autre forme de sagesse. L'île de Circé introduit un nouvel élément, la magie. Circé transforme les hommes en porcs, les dépouille de leur humanité. C'est une menace symbolique. Perdre sa nature,
devenir esclave de ses instincts. Mais Circé n'est pas une ennemie pure. Elle devient une alliée, une maîtresse, une initiatrice. Ulysse, en restant 1 an à ses côtés, découvre une autre forme de savoir, plus intime, plus ambiguë. La magie est ici double. Elle peut asservir, mais aussi guider. La descente aux enfers, conseillée par Circé, marque une rupture dans le voyage. C'est un passage rare, exceptionnel, réservé aux héros. Là, Ulysse interroge les morts, cherche des réponses. Il découvre les regrets d'Achille, le sort tragique d'Ajax, les avertissements de Tirésias. Ce moment suspendu, hors du temps, confronte le héros à la mémoire collective, à la douleur, à la mort. C'est une plongée dans l'invisible, une méditation sur le destin. En quittant les enfers, Ulysse revient transformé. Il a vu ce que peu d'hommes voient. Il devient plus prudent, plus réfléchi. Il affronte les sirènes non en les combattant, mais en s'y exposant sans céder. Il se fait attacher au mât, montre que l'écoute du danger ne signifie pas soumission. C'est une scène exemplaire. Résister à la tentation par la connaissance de soi, par l'anticipation, par le cadre. Le passage entre Scylla et Charybde est une autre métaphore, choisir entre 2 périls. Ulysse accepte de perdre quelques hommes plutôt que tout risquer. Il fait un choix tragique, mais rationnel. Ce n'est pas un triomphe, mais un compromis. L'héroïsme ici n'est pas éclatant, mais lucide. Il rappelle que le pouvoir implique des décisions difficiles, parfois douloureuses. L'île du Soleil est l'ultime étape avant la catastrophe. Ulysse avait averti ses hommes « ne pas toucher au troupeau sacré ». Mais la faim, la fatigue, la déraison l'emportent. Les bœufs sont tués et la punition divine est immédiate. La mer engloutit le navire. Ulysse reste seul. Cette solitude est à la fois une punition et une purification. Il est dépouillé de tout, réduit à lui-même. C'est le prix de l'erreur collective, de la désobéissance. L'île d'Ogygie, où réside Calypso, est le dernier arrêt. Elle offre l'immortalité, l'amour, le confort. Ulysse refuse. Il préfère la fragilité humaine, l'amour mortel, le foyer imparfait. Ce choix est fondamental. Il montre que l'Odyssée n'est pas un rêve d'évasion, mais une affirmation de la vie terrestre. Ulysse n'est pas un dieu, il ne veut pas le devenir. Il est un homme avec ses limites, ses attachements, sa volonté. À travers tous ces peuples, ces figures, ces lieux, l'Odyssée trace une carte symbolique de l'altérité. L'étranger peut être dangereux, fascinant, utile, incompréhensible. Ulysse apprend à les lire, à les affronter, à s'en éloigner. Chaque rencontre est une leçon, chaque escale, une transformation. Le voyage est une exploration du monde, mais aussi de soi. Ainsi se dessine une géographie mythique, mais profondément ancrée dans la culture grecque. Les Odyssées reflètent les peurs et les rêves d'un peuple maritime, commerçant, curieux. Elles montrent que la civilisation est un équilibre fragile, toujours menacé, toujours à reconstruire. Ulysse, en traversant ces mondes, incarne cette tension entre l'ordre et le chaos, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le connu et l'inconnu. Au-delà des péripéties du voyage, l'Odyssée offre une vision nuancée du pouvoir.
Le retour d'Ulysse à Ithaque, loin d'être une simple récupération de son trône, constitue une réflexion sur l'exercice de l'autorité, la légitimité et les responsabilités d'un roi. Dans cette 5e partie, nous allons examiner comment l'œuvre met en scène les fondements du pouvoir royal dans la Grèce archaïque et ce que cela nous révèle sur l'ordre politique de l'époque. Lorsque Ulysse revient enfin dans son île, il ne se précipite pas pour affirmer son autorité. Au contraire, il adopte une stratégie d'observation et de dissimulation. Il se déguise en mendiant, teste la fidélité des serviteurs, évalue la situation. Ce choix montre que le pouvoir ne se décrète pas, il se mérite, il se reconquiert. L'autorité véritable ne réside pas dans l'apparence, mais dans la maîtrise de l'information, dans la capacité à juger, à comprendre. Le palais d'Ithaque est devenu un espace de tension. Les prétendants, venus des familles nobles des alentours, profitent de l'absence du roi pour consommer ses richesses, courtiser son épouse, dominer ses serviteurs. Leur comportement viole toutes les règles de l'hospitalité, de la modération, de la loyauté. Ils sont nombreux, violents, arrogants. Leur présence incarne une rupture de l'ordre, une anarchie larvée. Ulysse, en revenant, doit non seulement rétablir son autorité, mais aussi purifier un monde corrompu. Le comportement de Pénélope, durant ces années d'attente, constitue un contrepoids moral. Elle incarne la fidélité, la ruse, la dignité. Elle promet de choisir un nouveau mari une fois sa tapisserie achevée, mais la défait chaque nuit. Ce stratagème révèle qu'elle aussi exerce un pouvoir, discret mais réel. Elle maintient l'équilibre, retarde le chaos, protège la mémoire du roi absent. Dans l'Odyssée, le pouvoir n'est pas réservé aux hommes. Il peut s'exercer par l'intelligence, la patience, la résistance passive. Et Ulysse retrouve dans son fils Télémaque un jeune homme en formation. Lui aussi a dû apprendre à parler, à décider, à s'imposer. Son voyage dans les premières parties du poème n'est pas qu'une quête d'information sur son père. C'est un apprentissage politique. Il découvre le respect dû aux hôtes, les dangers du pouvoir, la nécessité de la prudence. Quand il revient à Ithaque, il n'est plus un adolescent, mais un allié. Père et fils forment une alliance générationnelle pour rétablir l'ordre. Avant d'agir, Ulysse se révèle à quelques fidèles. Eumée, le porcher, et Philoétios, le bouvier, symbolisent les serviteurs loyaux, les piliers silencieux de la société. Ils reconnaissent leur maître non par son apparence, mais par ses gestes, ses paroles, ses marques corporelles. Cette reconnaissance progressive montre que l'autorité repose sur la mémoire partagée, sur la continuité, sur les liens humains. Le pouvoir légitime est celui qui s'inscrit dans une histoire commune. Le moment de la vengeance est soigneusement préparé. Ulysse participe à l'épreuve de l'arc qu'aucun prétendant ne parvient à tendre. Cet acte marque le retour de la force légitime. L'arc, symbole du roi, n'est pas un simple objet. C'est un test, une preuve, une démonstration. En le tendant et en frappant juste, Ulysse montre qu'il est toujours digne de régner. L'usage de la violence qui suit, la tuerie des prétendants, n'est pas gratuit. Il s'agit d'une restauration de la justice selon les normes de l'époque.
Ce massacre soulève toutefois une question. Était-il nécessaire de tuer tous les prétendants, même les plus jeunes, les moins violents, et les servantes infidèles méritaient-elles d'être punies aussi sévèrement? Le Odyssée ne tranche pas nettement. Elle montre un monde dur, où les transgressions sont châtiées sans pitié, mais elle laisse aussi entrevoir des tensions, des dilemmes. Le pouvoir, même légitime, comporte des zones d'ombre. Après la vengeance vient l'épreuve ultime, la reconnaissance par Pénélope. Elle ne cède pas immédiatement. Elle interroge, doute, teste. Ce n'est qu'en évoquant le lit conjugal, construit autour d'un olivier enraciné, qu'elle accepte la vérité. Ce lit symbolise la stabilité, la fidélité, l'ancrage. Il est l'image même du foyer, du pouvoir enraciné dans le réel. Cette scène montre que l'ordre ne se rétablit pas par la force seule, mais par la reconnaissance mutuelle. Mais le retour du roi ne suffit pas à pacifier l'île. Les familles des prétendants tués réclament justice. La guerre civile menace. C'est alors qu'intervient Athéna, demandant à Zeus d'imposer la paix. Cette intervention divine souligne que le pouvoir humain, même juste, a ses limites. Il doit s'inscrire dans un ordre supérieur, accepté par tous. La pacification finale, obtenue par la volonté divine, montre que la stabilité repose sur plus que la force. Elle nécessite l'accord, la mémoire, la réconciliation. À travers ce parcours, le Odyssée propose une leçon politique. Le bon roi n'est pas celui qui règne sans partage, mais celui qui connaît ses sujets, respecte les règles, agit avec prudence et justice. Il doit savoir se cacher, écouter, punir, pardonner. Ulysse incarne ce modèle complexe, à la fois guerrier et stratège, maître et mendiant, père et juge. Son pouvoir est légitime parce qu'il repose sur l'expérience, la souffrance, la mémoire partagée. Et l'œuvre homérique, sans être un traité politique, dessine une forme d'idéal, un ordre fondé sur la reconnaissance mutuelle, sur la parole donnée, sur la fidélité aux valeurs communes. Dans un monde marqué par l'incertitude, par les voyages, par les conflits, cet ordre est fragile. Il faut le reconstruire à chaque génération, le défendre, l'incarner. Ulysse n'est pas un roi divin, mais un homme, c'est ce qui rend son pouvoir exemplaire. Cette réflexion sur le pouvoir dans le Odyssée permet aussi de mieux comprendre la société grecque de l'époque archaïque. Une société fondée sur l'honneur, la réputation, l'hospitalité, les liens personnels. Le roi y est à la fois chef militaire, juge, prêtre, hôte. Son autorité dépend de sa capacité à incarner les valeurs de la communauté, à assurer la paix, à respecter les dieux. Ce modèle sera repris, adapté, contesté dans les siècles suivants. Dans le contexte de l'émergence des cités, où le pouvoir se partage entre assemblées, magistrats, conseils, l'image du roi comme Ulysse deviendra une référence, parfois un repoussoir. Mais dans l'Odyssée, elle reste forte, vivante, nuancée. Elle montre que le pouvoir véritable ne se mesure pas à la force brute, mais à la capacité de tisser du lien, de maintenir la mémoire, de reconstruire l'ordre. Ding. Le retour d'Ulysse est donc plus qu'un simple événement narratif.
Il est une méditation sur la légitimité, sur la fonction du roi, sur le lien entre le pouvoir et la communauté. Chaque geste, chaque mot, chaque choix est une réponse à cette question. Qu'est-ce qu'être roi? L'Odyssée ne donne pas une seule réponse, mais elle en esquisse les contours, en racontant l'histoire d'un homme qui cherche à redevenir ce qu'il fut, malgré les années, malgré les épreuves, malgré le doute. Après la restauration de l'ordre à Ithaque et la reconnaissance progressive de son identité, Ulysse apparaît comme un homme transformé. Mais ce changement n'est pas seulement individuel, il reflète un processus plus large de retour à la stabilité, à la mémoire, à la civilisation. Dans cette 6e étape de notre analyse, nous allons explorer la place d'Ithaque dans l'Odyssée, non pas simplement comme un lieu géographique, mais comme un symbole du foyer, de la continuité et de l'identité culturelle grecque. Ithaque n'est pas une cité grandiose, ni un centre commercial ou militaire majeur. Elle est petite, montagneuse, difficile d'accès, mais elle incarne un idéal, celui du foyer enraciné, du lieu originel auquel on revient, coûte que coûte. Ulysse traverse les mers, affronte les monstres, résiste aux tentations pour retrouver cette terre. Ce n'est pas un caprice, mais un besoin fondamental. Le retour à Ithaque est un retour à soi, à son rôle, à sa mémoire. Le contraste entre Ithaque et les autres lieux visités par Ulysse est frappant. Chez Calypso, tout est luxe, calme et volupté. Chez Circé, le plaisir est mêlé de danger. Chez les Phéaciens, l'accueil est parfait, mais impersonnel. Aucune de ces îles ne peut remplacer Ithaque, car Ithaque n'est pas définie par ses richesses, mais par ses liens. Elle a laissé la terre des ancêtres, le lieu où les souvenirs prennent racine, où les relations sont profondes. Le récit souligne constamment l'importance de la reconnaissance. Ulysse est reconnu non par son apparence, mais par ses actes, ses paroles, ses cicatrices. Le chien Argos, vieux et mourant, le reconnaît aussitôt. La nourrice Euryclée identifie une vieille blessure à sa jambe. Pénélope le teste par un détail du lit conjugal. Chaque reconnaissance est un acte de mémoire, de fidélité. Elle a rétabli l'ordre, non par décret, mais par lien affectif. Le palais royal d'Ithaque, au début du poème, est en crise. Les prétendants le défigurent. Ils mangent, boivent, insultent, complotent. Leur présence révèle l'état de désordre, de décomposition morale. Le retour d'Ulysse est une reconstruction. Il nettoie, juge, rétablit les équilibres. Cette tâche n'est pas violente par nature, mais nécessaire. Elle vise à restaurer un monde abîmé. Ithaque redevient ce qu'elle est seule et elle était, ou ce qu'elle aurait dû rester. Mais ce retour ne se fait pas sans douleur. Ulysse a vieilli. Il ne retrouve pas un monde figé, mais un monde qui a changé. Son fils a grandi, sa femme a souffert, ses serviteurs ont douté. Il doit réapprendre à vivre avec eux. Ce retour n'est pas un simple retour en arrière. Il implique une réadaptation, une réintégration. L'Odyssée nous montre que le foyer n'est pas un espace figé, mais une réalité vivante, mouvante. Ithaque est aussi le symbole de la communauté. Contrairement aux mondes étrangers qu'Ulysse a traversés, Ithaque repose sur des lois, des traditions,
une histoire partagée, la présence d'un roi, la place de la famille, le rôle des serviteurs, l'importance des serments. Tout cela dessine une société ordonnée. En revenant, Ulysse ne retrouve pas seulement sa maison, il retrouve sa fonction dans un système collectif. Mais ce système a été mis à l'épreuve. Les prétendants ont tenté d'imposer un autre ordre, basé sur la force, le nombre, la pression sociale. Leur échec montre que la légitimité ne repose pas seulement sur la puissance, mais sur la mémoire, sur l'accord tacite de la communauté. Ulysse, même absent pendant 20 années, reste le roi légitime, car il incarne une continuité. Son retour est une restauration, mais aussi une victoire des valeurs anciennes sur le désordre. L'attachement d'Ulysse à Ithaque est tel qu'il refuse l'immortalité. Il préfère une vie limitée mais enracinée à une éternité sans lien. Ce choix a une portée symbolique forte. Il affirme la valeur du monde humain, du foyer, de la famille. Il rejette la tentation de l'abstraction, de la désincarnation. Ulysse est un homme, et il choisit de rester homme avec tout ce que cela implique de fragilité et de finitude. Ce lien à la terre est également visible dans le rôle du lit nuptial. Ce lit, construit autour d'un olivier enraciné, est inamovible. Il incarne la stabilité du couple, du foyer, de l'identité. C'est en évoquant ce détail qu'Ulysse convainc Pénélope. Ce n'est pas un symbole poétique, mais une réalité tangible, enracinée dans le sol d'Ithaque. Ce lit est la preuve d'une histoire partagée, d'un enracinement profond. Dans la fin du poème, avec l'intervention d'Athéna, renforce cette idée de stabilité retrouvée. La déesse impose la paix, rappelle les familles à la raison, prévient une nouvelle guerre. Cette paix n'est pas l'oubli, mais le pardon. Elle permet à Ithaque de continuer à exister, à se transmettre. Elle clôt le cycle du voyage, du désordre, du doute. Elle permet la mémoire de s'installer, de devenir tradition. Ainsi, Ithaque n'est pas seulement une île, c'est une construction culturelle, un repère, un idéal. Elle incarne ce que les Grecs valorisaient, la fidélité, l'ordre, la mémoire, le lien entre les générations. Elle montre que le véritable voyage n'est pas seulement une quête d'aventure, mais une quête de retour, de sens, de continuité. L'Odyssée nous rappelle que la plus grande des victoires est peut-être de retrouver sa place dans le monde. Dans cette 7e partie de notre exploration de l'Odyssée, nous allons nous pencher sur la transmission de ce récit à travers les siècles et sur la manière dont il a façonné la mémoire collective du monde grec. Et bien, au-delà, car l'Odyssée n'est pas qu'un poème ancien, c'est un monument de la culture occidentale, sans cesse réinterprété, enseigné, adapté. Comprendre sa postérité, c'est aussi comprendre pourquoi et comment il continue à parler à l'humanité. L'origine de l'Odyssée remonte à la tradition orale. Pendant des siècles, des poètes itinérants, appelés Aèdes, chantaient pour les exploits des héros, accompagnés d'une lyre. Ces récits n'étaient pas figés, mais évolutifs. Chaque performance s'adaptait au public, au contexte, au style du chanteur. Ce n'est que bien plus tard, entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère, que ces chants furent transcrits, probablement sous l'impulsion des tyrans et des érudits d'Athènes.
la fixation par l'écrit a permis une diffusion plus large, mais elle a aussi figé le texte dans une forme définie. Dès l'époque classique, l'Odyssée devient une œuvre de référence, étudiée dans les écoles, citée dans les discours, imitée par les poètes. Elle entre dans le patrimoine commun. Platon, Aristote et bien d'autres y font référence. Elle devient un modèle de narration, d'équilibre, de sagesse. À l'époque hellénistique, avec l'émergence des bibliothèques, notamment celle d'Alexandrie, le texte s'est compilé, commenté, analysé. Des savants comme Zénodote ou Aristophane de Byzance établissent des versions critiques, notent les variantes, discutent les interpolations. L'Home Odyssée n'est plus seulement un poème populaire, elle devient un objet d'étude, de savoir, de prestige culturel. Rome s'empare elle aussi du mythe. Virgile, dans l'Énéide, propose une suite inversée. Énée, autre héros de la guerre de Troie, quitte la ville en flammes pour fonder un nouvel empire. Cette œuvre dialogue directement avec l'Odyssée. Elle en adopte les motifs, les structures, les épreuves, mais elle les adapte à un nouveau monde, à une nouvelle vision. L'Odyssée devient ainsi un modèle de récit fondateur, transmissible et adaptable. Au Moyen Âge, la lecture du texte se fait plus rare, notamment en Europe occidentale, mais il survit à travers les manuscrits, les traditions byzantines, les résumés latins. Certains épisodes, comme celui du Cyclope, continuent à circuler dans la culture populaire. Avec la redécouverte des textes antiques à la Renaissance, l'Odyssée retrouve sa place. Les humanistes la traduisent, l'enseignent, l'analysent. Elle inspire des artistes, des penseurs, des voyageurs. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'œuvre devient un terrain de débat esthétique. Certains la jugent inférieure à l'Iliade, trop dispersée, trop fantastique. D'autres, au contraire, y voient une œuvre plus humaine, plus subtile, plus moderne. L'attention se porte sur la complexité psychologique des personnages, sur la structure du récit, sur la richesse des thèmes. Ulysse devient un modèle d'homme raisonnable, rusé, résilient. Le XIXe siècle marque un tournant. Avec le romantisme, Ulysse est vu comme un errant, un être mélancolique, un exilé éternel. Des poètes comme Alfred de Vigny, des philosophes comme Nietzsche s'en inspirent. Parallèlement, les progrès de l'archéologie, notamment les fouilles de Schliemann à Troyes, ravivent de l'intérêt pour le contexte historique du poème. L'Odyssée redevient une énigme à résoudre, un texte à recontextualiser. Au XXe siècle, l'œuvre connaît une explosion d'interprétations. James Joyce publie en 1922 son célèbre Ulysse, transposition moderne et urbaine du récit homérique. Ulysse devient un simple Dublinois. Ses aventures se déroulent en une seule journée. Ce roman montre à quel point l'Odyssée peut être réinventée, déclinée, déplacée. Elle devient un canevas universel, un miroir de la condition humaine. Les psychanalystes, à leur tour, s'emparent du récit. Pour certains, le voyage d'Ulysse symbolise le parcours de l'ego confronté à ses pulsions, à ses épreuves, à sa mémoire. Le retour au foyer est interprété comme une réintégration de l'identité,
Les monstres deviennent des figures de l'inconscient, les dieux des archétypes. Cette lecture donne une profondeur nouvelle au texte, le relie aux préoccupations de la modernité. Et, dans le domaine de l'éducation, l'Odyssée reste un classique. Elle est étudiée dans les écoles, traduite dans toutes les langues, adaptée en bande dessinée, en animation, en cinéma. Chaque génération y trouve quelque chose de différent. Une aventure, une leçon de vie, une méditation sur le temps. Sa richesse est telle qu'elle échappe aux classifications rigides. C'est une œuvre ouverte, dynamique, inépuisable. Aujourd'hui encore, l'Odyssée inspire. Des écrivains, des cinéastes, des artistes la reprennent, la détournent, la prolongent. Elle résonne avec les migrations, les exils, les retours incertains. Elle parle aux individus déracinés, aux peuples en quête de mémoire, aux sociétés en transition. Ulysse n'est plus seulement un roi grec, il devient un archétype universel. Son errance, sa douleur, son courage parlent à chacun. Mais cette postérité pose aussi des questions. Que reste-t-il du texte d'origine ? À force d'adaptation, de lecture, de traduction, ne trahit-on pas le sens premier ? Et en même temps, n'est-ce pas là la force du récit, sa capacité à traverser le temps, à changer de forme, à s'adapter aux besoins de ceux qui l'écoutent ? L'Odyssée n'est pas un monument figé, mais un fleuve qui se transforme. En retraçant la transmission de l'Odyssée, nous comprenons qu'elle est plus qu'un récit. C'est un tissu de mémoire, de culture, d'émotions. Elle relie les générations, les langues, les continents. Elle nous parle de l'attente, du désir, de la perte, du retour. Elle est l'histoire d'un homme, mais aussi de tous les hommes. Elle est l'histoire d'un foyer, mais aussi de tous les exils. Elle est l'histoire d'un chant et de ceux qui l'ont porté. Et dans cette 8e et dernière partie de notre parcours, à travers l'Odyssée, il est temps de revenir sur l'ensemble de ce récit, de réfléchir à sa portée globale, à son impact et à ce qu'il nous apprend sur l'humanité. Car l'Odyssée n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui revient chez lui, c'est une méditation sur le temps, sur la mémoire, sur l'identité. Elle interroge ce qui fait de nous des êtres humains, au-delà de la géographie, de l'histoire ou de la culture. Le voyage d'Ulysse dure 20 années, 10 pour la guerre, 10 pour le retour. Ces chiffres ne sont pas simplement des repères chronologiques. Ils incarnent le poids du temps, les épreuves de la vie, la transformation progressive d'un homme. Ulysse n'est plus le même à la fin de son voyage. Il a changé, mûri, souffert. Le retour n'est pas un retour à l'identique, mais une renaissance. Cette durée symbolique reflète les cycles de l'existence humaine. L'un des grands thèmes de l'Odyssée est la fidélité. Celle de Pénélope, bien sûr, mais aussi celle d'Ulysse à ses origines, à son foyer, à ses valeurs. Dans un monde en perpétuel mouvement, où les tentations sont nombreuses, où les épreuves sont constantes, cette fidélité est une boussole. Elle permet au héros de ne pas se perdre, de ne pas devenir étranger à lui-même. Elle est la clé de son identité. La fidélité n'était pourtant pas une donnée immobile. Elle est active, réfléchie, construite. Pénélope ne reste pas passive. Elle agit,
elle ruse, elle teste. Ulysse, lui, cède parfois, hésite, mais revient toujours à son but. Cette fidélité dynamique reflète la complexité de l'âme humaine. Elle montre que le lien à l'autre, au passé, au foyer, est une conquête permanente, jamais acquise une fois pour toutes. Le récit interroge aussi la notion d'humanité. Les monstres rencontrés par Ulysse, Cyclope, l'Estrigon, Sirène, ne sont pas seulement des créatures fantastiques. Ils incarnent des excès, des dérives, des menaces. Polyphème vit sans loi, sans cité, sans Dieu. Les sirènes séduisent par la connaissance, mais tuent par la fascination. Ces figures posent une question centrale. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal, du dieu, du monstre? Le Odyssée répond par la mesure, par la parole, par la mémoire. Ulysse est humain parce qu'il parle, parce qu'il se souvient, parce qu'il choisit. Il ne cède ni à l'instinct, ni à l'oubli, ni à l'orgueil. Il doute, il pleure, il hésite, mais il continue. Cette persévérance silencieuse est au cœur de sa grandeur. Ce n'était pas la victoire éclatante, mais la ténacité discrète qui définit le héros homérique. Boum. Un autre thème majeur est celui de la reconnaissance. Tout le poème repose sur le processus de reconnaissance, au double sens du terme. Retrouver et comprendre. Ulysse retrouve son île, sa femme, son fils, mais il doit aussi se faire reconnaître. Il doit prouver qui il est, parfois sans parler, parfois par un signe, un geste, un détail. Cette insistance sur la reconnaissance reflète un besoin profond, celui de l'ancrage, de l'appartenance, de la vérité. Mais cette vérité n'est jamais simple. Elle passe par des détours, des déguisements, des silences. Ulysse ne crie pas son nom dès son arrivée. Il observe, il teste, il attend. Cette prudence n'est pas de la peur, mais de la sagesse. Elle montre que la vérité, dans un monde instable, se mérite, se protège, se construit. Ce n'est pas un éclat brutal, mais une lumière patiente. La figure d'Ulysse, dans cette perspective, est profondément humaine. Il n'est pas un surhomme, ni un dieu. Il est faillible, vulnérable, mais déterminé. Il incarne la condition humaine dans toute sa complexité, entre désir et devoir, entre errance et retour, entre mensonge et sincérité. Il est à la fois roi et mendiant, père et inconnu, stratège et prisonnier. Cette pluralité fait de lui un miroir pour chacun de nous. Le Odyssée interroge enfin le sens du voyage. Pourquoi partir? Pourquoi revenir? Est-ce le mouvement qui compte ou la destination? Est-ce l'épreuve qui construit ou la mémoire qui sauve? Le poème ne donne pas de réponse unique. Il montre que le voyage est à la fois extérieur et intérieur, qu'il transforme autant qu'il révèle. Il est une école de patience, de douleur, de sagesse. Dans un monde moderne, marqué par les déplacements, les migrations, les exils, le récit d'Ulysse trouve une résonance nouvelle. Il parle à ceux qui quittent, à ceux qui attendent, à ceux qui espèrent. Il dit la difficulté du retour, la fragilité des liens, la force de la mémoire. Il rappelle que, parfois, revenir demande plus de courage que partir, et que le foyer, plus qu'un lieu, est une construction commune, fragile et précieuse. Les Odyssées, en conclusion,
est une œuvre d'une profondeur rare. Elle dépasse son époque, ses codes, ses origines. Elle touche à l'essentiel. Elle parle du temps qui passe, de ce que l'on perd, de ce que l'on retrouve. Elle est un chant ancien, mais toujours vivant. Elle nous murmure, à chaque vers, que la vie est un chemin, que la mémoire est une force, que l'amour est un port, et qu'Ulysse, finalement, est en chacun de nous.